Dans la précédente vidéo, on a vu les notions des fichiers. On a appris à ouvrir des fichiers, à écrire à l'intérieur et également à lire dans un fichier. On a également vu les bases de données JSON, en ce sens qu'on pouvait créer tout simplement des structures assez avancées pour stocker des données en mémoire. Cette vidéo était censée porter sur l'initiation à la seconde partie de notre formation, mais je me suis rendu compte que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu de véritable exercice pratique. Et bien dans cette vidéo, nous allons créer ensemble un calculateur DMC. L'objectif initial était tout simplement de créer tout simplement un calculateur DMC standard qui allait se contenter de calculer l'indice de masse corporelle d'une personne et la lui retourner avec analyse à l'appui. Maintenant, pour nous permettre en fait d'exercer dans les dernières notions, notamment dans les fichiers et dans les bases de données, j'ai tenu à faire évoluer ce projet. Notre projet garde en fait en mémoire des données utilisateurs que l'on peut consulter, modifier ultérieurement. Lorsqu'on lance le projet, on lui demande soit de se connecter, soit de créer un compte. OK? Donc, si on met un exemple, on se connecte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher tous les utilisateurs qui ont été enregistrés dans sa base de données. D'accord? Il va nous demander qui tu es, John Doe, utilisateur 2, utilisateur 3, Jane Doe ou utilisateur 6. Là, l'élément premier que vous devez remarquer ici, c'est que on a deux façons d'enregistrer les données. Premièrement, en renseignant nos données personnelles, ici par exemple John Doe qui a renseigné son nom et son prénom, ou tout simplement en refusant de renseigner ses données personnelles. En ce cas, le programme va lui-même affecter un nom par défaut à l'utilisateur pour le permettre pour pouvoir enregistrer ses données. OK? Donc maintenant, si on décidait par exemple de modifier l'utilisateur 2, d'accord? Je dis par exemple que je veux aller à l'utilisateur 2. Il va me demander simplement ce que je souhaite faire, modifier la donnée, consulter l'IMC ou l'état de santé. Ce que je vais faire, c'est que je vais consulter, du moins modifier les données. Et là, il me demande quel est le nom que je veux entrer. Si par exemple, j'ai décidé de modifier le nom en question, que je mets oui, par exemple, Alexis, l'âge, je dirais peut-être 24 ans, le sexe, c'est pas mal. Et le travail, bon, je décide de ne pas entrer le travail. Le poids, par exemple, je renseigne 65 ans. Et la taille, je renseigne 165 ans. Et j'entre et les données ont été modifiées. Si je relance le programme, vous allez voir que l'utilisateur de maintenant a un nom qui sera David Alexis. Voilà. Donc, en fait, vous voyez que lorsqu'on modifie, il actualise les données dans la base de données et renvoie des données. Cette fois-ci, on peut décider de consulter en fait l'état de santé, l'IMC de David Alexis. Il me dit que son IMC est de 23,88. On peut ainsi repartir et reconsulter en fait son état de santé pour voir comment est-ce que ça peut aller. Donc, cette fois-ci, je dis 3. Et il me dit simplement qu'il a un poids normal et comme analyse, il prend bien soin de sa ligne et le conseil, c'est de continuer ainsi. Alors, c'est le programme que nous allons mettre en place. Donc, je vais fermer tout cela et voilà le fichier que j'ai eu à écrire pour ce programme. Soyez tranquille, on va écrire ça ensemble. Donc, je ferme également ça. On va créer un dossier qu'on va appeler EMC Project, par exemple, pour cela. Donc, je lance le dossier Project underscore EMC. OK? Une fois que le projet est lancé, du moins le dossier est créé, on crée notre premier fichier qui est le main.i. C'est bon. Le fichier main a été créé. Premièrement, étant donné qu'on va utiliser beaucoup de JSON, je fais déjà l'import du module JSON. D'accord? Une fois que ça c'est fait, je vais créer en fait la fonction main. D'accord? Je vais dire def main. Il ne prendra rien en paramètre. Son seul et unique rôle, c'est tout simplement de faire appel aux différentes autres fonctions de notre programme. D'accord? Donc, en premier, on va tout simplement printer déjà la salutation. On dira d'abord bonjour, monsieur. Vous pouvez modifier ça à votre sein. D'accord? Comment allez-vous? Rendez-vous. Ensuite, je fais un retour à la ligne. Veuillez vous connecter. C'est bon. Alors,
Après ça maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement récupérer une option que l'utilisateur voudrait bien nous passer. En ce sens qu'on va lui demander s'il veut se connecter ou pas. Donc, encore, je peux même l'aligner encore dans le même print. Là, je dis 1 underscore, d'accord? Et je vais passer connexion /n2 créer un compte. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on va demander? On va tout simplement récupérer le choix utilisateur. Donc, moi, je vais le récupérer dans Options, ici par exemple, qui sera égal à int de input. De rien du tout, je vais rien passer. Pourquoi est-ce qu'en fait je passe ça en int? Étant donné qu'on veut récupérer une valeur numérique, l'idéal serait tout simplement de convertir en fait la valeur qu'on va récupérer, parce que par défaut en fait le input nous retrouve toujours un SCR. Donc on va convertir ça en int pour pouvoir en fait faire nos évaluations là-dessus. Donc je dis tout simplement que if options par exemple est égal à 1, 2 points, on fera une action spécifique. D'accord? If encore option est égal à 2, là également on fera une action spécifique. Et c'est tout. Maintenant, depuis là maintenant, qu'est-ce que nous allons passer? Au cas où il souhaiterait se connecter, on va tout simplement faire appel à notre fonction de base de données qui va lire les données et nous le renvoyer. D'accord? Donc, on va créer au-dessus en fait deux fonctions. Une fonction que je vais appeler load data, une fonction que j'appelle save data. Donc, je dirais def load data. D'accord? Et la fonction load data, simplement va prendre en paramètre le nom de la base de données, name, ok? Et en dessous, tout ce qu'il va faire, il va ouvrir un context manager, il fera open et il va ouvrir le fichier. Maintenant, si je fais juste qu'il n'a qu'à ouvrir name, en fait, cela va faire une erreur. Bon, pas une erreur, mais on va revenir là-dessus. Je dirais tout simplement r as f point et ensuite je vais lui demander de faire du JSON.load de f. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais le retourner automatiquement puisque c'est tout simplement la donnée que je dois retourner. Donc je fais juste un return de JSON.loadF. Et là, c'est bien. D'accord? Maintenant, en dessous, je vais encore créer la deuxième fonction que j'appelle en fait save data. D'accord? La fonction save data va prendre deux paramètres. Premièrement, le nom de la base de données et deuxièmement, l'objet ADV. D'accord? Et ensuite, je vais également ouvrir un context manager. Et là, ça sera tout simplement toujours le name, toujours le nom de la base de données, cette fois-ci. Alors, plutôt ainsi. Et après ça, il va prendre également le mot d'ouverture qui est le white W asf. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement venir faire JSON.dump et il va dumper en fait l'objet premier et ensuite là le fichier. Et voilà, donc c'est tout. Ok. Maintenant, ce qu'il y a, c'est tout simplement l'adresse du fichier. En général, c'est que, en tout cas dans notre projet, nous allons stocker en fait nos différentes bases de données à la racine en fait de notre projet. Mais attention, la racine de notre projet n'est pas égale en fait à la racine de notre fichier. Parce que lorsque vous allez exécuter ça par exemple ici, voilà, vous allez voir que l'adresse par défaut n'est pas égale. L'adresse ne va pas directement à Project EMC. Par exemple, là, il parle de D Professional Entrepreneuriat Formation Python complète 2022. Alors que c'est dans le dossier Project EMC qu'on va placer nos différentes bases de données. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce que j'appelle le chemin relatif de notre projet. Une fois que j'ai le chemin relatif, je vais créer une constance que je vais appeler route project
qui serait égal à ça. C'est tout. D'accord? Donc, lorsqu'on dit root project égale en fait à ça, c'est l'adresse en fait, à chaque fois qu'on va vouloir loader, il va falloir forcément qu'on incrémente en fait, du moins qu'on concatène en fait la racine du projet, le root du projet avec le nom du fichier pour que cela marche sans problème. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici d'abord, on va créer un fstrings. Dans ce fstrings, on va passer en premier paramètre, vous l'aurez compris, le root project. OK? Et ensuite, maintenant, on va passer le nom du fichier à ouvrir. D'accord? Et c'est la même chose qu'on fera ici. À chaque fois qu'on fait un open, on va utiliser le même scénario. Voilà. Et là, je vais également lancer le root project suivi nom du fichier à ouvrir, notre base de données. Et voilà. Donc là, il va falloir maintenant que je crée mon fstrings, puisque là, c'est pas le cas. Donc, c'est bon. Et F1. C'est bon, voilà. Donc, à partir de là, c'est cool et ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'utilisateur demande à se connecter? Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller loader les données. Ce qu'on fait, on va récupérer data ici, étant donné que dans load data, il nous retourne les données. Je dirais que data égale à load data, auquel je vais passer le nom de ma base de données. Et ma base de données, je vais l'appeler, d'abord c'est users plutôt, d'accord, users.json. Donc ce que je vais faire, c'est que ici également, je vais modifier ça, users ici, .json. Ensuite, je vais charger également les données utilisateurs par la même fonction load data, et cette fois-ci, ça sera datas.json. Voilà, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, oh, le JSON n'a pas de S. Maintenant, une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est simplement que on va afficher les différents utilisateurs de notre base de données. D'accord? Donc, pour ce faire, une simple boucle for user ici, in users, deux points, et on va venir faire un print de, et là, je vais afficher ce que j'appelle le ID utilisateur. Le ID utilisateur, c'est tout simplement le ID qui sera automatiquement créé pour donner à un utilisateur lorsqu'il se connecte. Donc, cela sera inclus dans notre base de données. On n'a pas encore créé, mais je vais vous expliquer la structure de la base de données. Donc là, on dira plutôt user ID. D'accord? On va demander à user de prendre le ID user. D'accord? Ensuite, il va concaténer ça avec un tiret, ici par exemple. Et il va passer maintenant le username. User. Et là, je vais demander le nom. Username. OK. Maintenant, on peut également ajouter le prénom aussi, sans problème, si vous souhaitez. Donc, je dirais peut-être ici également user entre là. Prénom. Voilà. Donc, ici aussi, je vais plutôt mettre nom pour rester dans une seule langue française. C'est bon. Donc là, on vient d'afficher tout ça. Bien sûr, si j'exécute la fonction actuellement, elle va planter, évidemment, puisque user.json en fait n'existe pas. Et comme il n'existe pas, s'il tourne en fait, il va boucler sur rien du tout. D'accord? Mais cela n'est pas un souci. L'idée, c'est tout simplement d'avoir déjà ça qui est déjà ici. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir encore ligne après le pass. Moi, je vais l'enlever puisqu'on a quand même maintenant quelque chose à l'intérieur. Une fois que cela est fait, ce qu'on fait maintenant, c'est récupérer le ID utilisateur que l'utilisateur aurait choisi. Donc là, on va créer un input, on va dire user choice. D'accord? On peut dire user choice, vous le nommez ça comme vous voulez toujours. Et là, on va placer un int input et c'est bon. On va récupérer ça. Une fois qu'on a ça, on va revenir maintenant et demander à notre utilisateur ce qu'il souhaite faire. Donc, que souhaitez-vous? Un
modification de données de vérification IMC. Bon, oui, on peut le faire comme ça. Et là, 3, on va tout simplement état de santé. C'est bon. Ensuite, on va ici prendre également l'action utilisateur. Donc, je vais dire ici action qui serait égal à input de, du moins int de input, encore une fois. Donc, je dirais int de input et c'est bon. Et là, maintenant, également, on va tester l'action utilisateur. On dirait tout simplement que if actions, d'accord, est égal à 1. Là, on a une action spéciale qu'on fera. Elif action égal à 2. Là, on aurait également une action spéciale. Enfin, elif toujours, puisque je peux faire encore elif action égal à 3. Et là, on aura quelque chose qu'on fera. Et else, on va printer action non reconnue. Ou bien, bon, pas action, puisque lui ne sait pas. On dira plutôt valeur non reconnue. Voilà. Donc, on n'a que 3 types de 3 actions. Du moins, action 1, 2 et 3. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le premier cas? Dans le premier cas, ce qu'on va faire, c'est qu'il souhaite modifier ces données. Donc, on va récupérer l'ensemble des données qu'il a dans data ici. Et on va revenir et récupérer, du moins, et l'afficher par ordre, en fait, nom, prénom, âge, et réaffecter ces données dans les données, en fait, et réenregistrer ça dans la base de données. Mais avant de continuer, nous allons créer nos bases de données. Donc, je reviens ici. Je vais créer le premier, qui est le users. D'accord? Donc, on dirait ici, users, ici, .json. Ensuite, je vais créer le deuxième, qui est data.json. Et c'est bon. D'accord? Donc, dans les deux cas, on aura plutôt des structures de liste qui vont contenir des dictionnaires. Ainsi, maintenant, si j'exécute le projet, le fichier main, on ne doit pas avoir d'erreur normalement, puisque tout a été créé. Normalement, on n'aura pas de souci. Donc, il va tourner. Et bien sûr, il ne fait rien, ce qui est normal puisqu'on n'a pas appelé la fonction main. Donc, je viens là et j'appelle la main et je l'exécute. Maintenant, si je relance le projet, il me demande bonjour, comme monsieur, comment vous allez? Veuillez vous connecter. Donc, je vais dire ici, par exemple, que je veux faire une connexion. Et là, il me fait une trashback error. Il me dit simplement que il n'a pas trouvé le fichier. Ok. Ah là, ok, c'est bon. En fait, je sais d'où vient l'erreur. C'est là. On ne devait pas concaténer ça directement ici. On doit mettre un anti-slash ici. Et là aussi, on remplace ça par un slash plutôt. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, là, on place un slash. Excusez. Voilà. Donc, maintenant, on va relancer pour voir. Donc, je fais connexion. Et là, c'est bon. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que ma base de données, elle est vide. Donc, il n'y a rien qui est affiché. Et là, il me demande en même temps de faire input ce que je choisis. Si je dis 1 ici, il passe. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Modification de données, vérification d'IMC, état de santé et tout ça. Donc, ça marche. OK? Voilà. Donc, on va revenir à notre projet. OK. Là, il y a un N qui manque. Voilà. C'est bon. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans l'action 1, ce qu'il nous faut, c'est récupérer l'utilisateur et ses données. D'accord? Donc, pour ce faire, il nous faut d'abord un user ID. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fera? On va créer une fonction spéciale que j'appelle getUserData. La fonction va tout simplement prendre en entrée le ID, la base de données users et la base de données data.
Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va filtrer et retourner enfin l'utilisateur, son index dans la liste de base de données et également ses données et aussi l'index de ces données. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on retourne autant de données. Je vous explique. Donc d'abord, on va créer notre fonction. D'accord? Donc j'ai dit simplement def get underscore users underscore data. Bien sûr. Donc il va prendre en premier le int, le id du moins. J'appelle généralement ça id. C'est mieux de placer un underscore puisque Python a la fonction id par défaut qui permet de retourner en fait l'identifiant d'une variable en mémoire. D'accord? Donc on aura en premier le id, on aura la base de données users, on aura la base de données datas. Alors, que va faire la fonction get users id? La fonction va d'abord en premier sélectionner l'utilisateur par user. Et pour le faire, il fait users et il va en fait créer une complétion de liste, puisque c'est une liste qui contient tout ça. Il va créer une complétion de liste dans lequel je crée tout simplement une variable que j'appelle, je vais l'appeler users1, d'accord, for user1 in users, d'accord, if maintenant le filtre. Quel utilisateur est-ce qu'on veut sélectionner? On dira maintenant que ça sera ça si et seulement si id underscore est égal en fait à user1 id. C'est ce qu'on fait. D'accord? Donc, on ne sélectionne pas tout le monde. On sélectionne seulement les gens qui ont le id qui est égal à l'id qui est passé ici. Et comme généralement, le 1 id est affecté à une seule personne, donc on ne sélectionne qu'une seule personne. Et maintenant, on va dire qu'on veut la première personne de la liste, d'où l'index 0. Donc ici, on va sélectionner par une complétion de liste et une sélection. Voilà l'utilisateur qu'on veut. Ok. Ensuite, on va faire la même opération pour data. Donc, on dira tout simplement que data est égal à data underscore ici for data underscore in datas if id est égal à data underscore, et là maintenant dans data on va dire que si data underscore en fait aura en fait un champ qu'on va appeler user id. Pourquoi est-ce que dans la base de données data en fait on crée un champ user id? Parce qu'en fait on a séparé nos données en deux bases de données. La première base de données contient les utilisateurs et les infos personnelles du genre nom, prénom, âge et sexe. Maintenant, dans la base de données data, on va tout simplement entrer les différentes données liées à la santé, c'est-à-dire sa taille, son poids, son IMC et ça que j'appelle tout simplement la classe de santé. Vous allez voir ce que c'est que ça. Donc ici, on crée ça. Donc on va également sélectionner data dans ces conditions. Et ensuite, vous l'aurez compris, on va dire, on veut également sélectionner la première personne de la liste puisque en temps normal, il ne doit contenir qu'une seule personne. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on va maintenant voir quel est l'index de l'utilisateur dans la liste totale des utilisateurs. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce qu'en fait, en cas de modification, dites-vous bien, quand on veut modifier un utilisateur, on modifie l'utilisateur et on réaffecte en fait le nouvel utilisateur tout simplement dans la base de données users. Est-ce que vous comprenez? L'objectif c'est que on va modifier notre utilisateur par ses données personnelles, son nom, sa taille, en fait, son nom, son prénom, son âge, son sexe, et on va réenregistrer encore cet utilisateur dans la base de données. Mais pour ne pas créer de doublons, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement remplacer l'ancien utilisateur dans la base de données par tout simplement le nouvel utilisateur. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, il nous faut maintenant l'index en fait d'utilisateur dans la liste de users qui est là. Et également, on a besoin également de l'index des données de cet même utilisateur-là dans la liste également des données. Ok? Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va revenir ici et on va tout simplement venir dire que user underscore index est égal à, c'est tout simple, c'est une liste ici. Si vous vous souvenez de la fonction, on dira qu'on fera users.index et on va tout simplement passer user. Aussi simple que ça. Donc, la fonction index de la liste va tout simplement retourner
l'index en fait qui correspond à cet utilisateur-là. D'accord? Donc, il va tout simplement filtrer et chercher en fait quel est tout simplement l'index du dictionnaire qui correspond à ce dictionnaire-là. Puis je vous dis que user en fait c'est tout simplement un dictionnaire qui contient plusieurs informations. Et ensuite, on fera également user data index qui est égal à datas.index et là également on va passer data. D'accord? Donc une fois qu'on a tout ça, ce qu'on va faire c'est que on va faire un return de user en premier, data en deuxième, ensuite user index en troisième et enfin user data index en dernier. Voilà. Donc, quand on va appeler la fonction, on va seulement lui passer users et data et il va nous retourner toutes ces informations-là. Et ça, c'est utile pour la suite. Vous allez voir. Donc, maintenant, ici, dans actions 1, c'est-à-dire que quand on veut faire des modifications, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire que je veux que tu appelles en fait pas def, mais get user data. Et là, on va lui passer le ID de l'utilisateur. Et ça, on le sait, c'est ça. D'accord? Donc, le ID utilisateur, c'est ça. Donc là, je préfère renommer ça même en fait user, pas trace. Oups, d'accord, c'est pas grave. User ID, c'est bon. Donc, je vais lui passer en fait user ID. D'accord? Et là, c'est underscore ID. Ensuite, il va prendre la base de données total users et ensuite, il va prendre la base de données data. C'est bon. Ensuite, on va récupérer dans l'ordre user, ensuite data, ensuite user index et ensuite, et du moins enfin, user index, non, user data index. Voilà. Donc, on récupère ça. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à l'utilisateur de modifier ces informations directement en réassignant ça ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, on va venir là, on va dire peut-être que user qui contient déjà le field nom, rappelez-vous, sera égal en fait à un input ici que on va passer nom. D'accord, c'est bon. Ensuite, on va faire user ici, on dira prénom qui sera égal à input aussi de prénom. Et enfin, on va faire user âge. Là, il y a voilà, les codes qui manquent. Voilà. Qui sera égal à input de âge. Je vais mettre un A majuscule là, c'est bon. Enfin, je dirais user sex qui sera égal à un input de sexe. Ok. Ensuite, je vais faire user, rappelez-vous, il y a le travail aussi qui est là. Travail qui sera égal à input de travail. Et enfin, une fois que ça c'est fait, les données dans la base de données user a été modifiée, c'est déjà ça. On va maintenant passer à data. Donc on dira que data de user ID, non on modifiera pas, on va pas modifier le user ID, juste en fait le poids, la taille et c'est tout. Juste le poids et la taille. Et le reste, on fera ça automatiquement en arrière-plan. Ce qu'il y a, c'est que dans les données en fait, notre dictionnaire qui sera dans les données contiendra en fait deux champs. Le premier va contenir le ID de l'utilisateur et le deuxième les data. Donc là, quand je dirais user de data, j'ai accès encore à un deuxième dictionnaire. Et dans ce dictionnaire maintenant, je vais décider de sélectionner maintenant la taille. Voyez-vous? Et là, je ferai que c'est égal à un input de taille. Voilà. Ensuite, je ferai data de data. Et là, je vais passer
poids. Et là aussi, ce sera égal à 1 input. 2 poids. Voilà. Donc, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, c'est gagné. Tout ce qu'on aura à faire, c'est recalculer en fait l'indice de masse corporelle de notre utilisateur, puisqu'il aurait modifié ses informations, c'est-à-dire sa taille et son poids. Son indice de masse corporelle, en fait, a été modifié et changé. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction qui va également calculer notre IMC. Donc, c'est très simple. Je fais def IMC calculator. Et là, il va prendre en paramètre la taille et en deuxième paramètre le poids. Ok? Et c'est bon. Donc, on va venir dire ici qu'il va seulement se prendre de faire un return de poids divisé par la taille au carré. Voilà. Donc là, poids doit avoir un S. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Maintenant, la taille doit être en mètres et le poids en kilogrammes. On va lui indiquer l'unité dans laquelle il doit passer l'information. La taille, on va mettre centimètres et le poids, on va mettre ici en kilogrammes. Voilà, c'est plus facile dans ces données-là. Donc, tout ce qu'on aura à faire, c'est diviser en fait la taille par 100 pour pouvoir modifier cela. Donc, on va revenir ici. Donc, tout ce qu'on aura à faire, c'est diviser la taille par 100. Maintenant, je préfère ne pas le faire ici, mais de le faire depuis la récupération. Donc, pour ça, je dois d'abord casser ça en int. OK? Et là, il va récupérer une valeur numérique que je vais diviser par 100. OK? Et maintenant, là, depuis ici, tout sera très bien. Maintenant, lorsqu'on va demander de faire cette opération, il va nous retourner en fait une valeur décimale à beaucoup de chiffres derrière la virgule. Donc, on va lui demander de nous faire un arrondi round dans lequel on va passer la première valeur, le nombre de décimales après la virgule, 2. Donc, on va récupérer deux valeurs après la virgule. Donc, ainsi, en fait, on va convertir déjà notre taille, du moins. Non, en fait, c'est le poids que j'ai divisé par 100, c'est une erreur. C'est plutôt la taille que je devais diviser par 100. Donc, je renvoie ça ici et je vais casser d'abord la taille en int ici. D'accord? Donc, je dirais int et c'est bon. Voilà. Donc, on va diviser la taille par 100 pour convertir ça en mètres. Et ensuite, on va garder le poids comme tel qu'elle est et on va effectuer les opérations. Maintenant, on a notre fonction IMC calculator qui va calculer notre indice de masse corporelle et nous retourner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on revient à la ligne ici et on va appeler la fonction IMC calculator et il va prendre en premier paramètre la taille. Et donc, pour la taille, on va lui passer simplement en fait data taille ici. Voilà. Donc, c'est dommage, ça sera assez long, mais il faut qu'on place tout ça. Donc, on va sélectionner notre donnée data taille qu'on va passer ici. Et ensuite, on va passer maintenant data pas taille cette fois-ci, mais poids. Voilà. Et où est-ce qu'on va stocker cela? On va stocker ça également dans data. OK. Et on dira data de data. Et maintenant de IMC. Voilà. Donc, on aura en fait dans notre base de données un field également qui sera IMC qui va contenir l'indice de masse corporelle de l'utilisateur. Voilà. Donc, déjà, c'est déjà ça. Une fois qu'on a tout ça maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Simplement renvoyer ça maintenant à notre fonction load qui va le sauver dans la base de données. Maintenant, c'est à ce moment là que user index et user data index va nous servir. Puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire simplement ici que data avec S pour dire en fait la base de données data dans lequel tu vas sélectionner en fait le data user data index auquel tu vas remplacer simplement par data. Simplement ça. C'est qu'en fait data de user data index en fait correspond à notre aux données de notre utilisateur en cours. Est-ce que vous voyez? Maintenant qu'on a fait des modifications sur ces données, on va tout simplement remplacer dans la base de données en fait l'ancienne donnée qui est déjà dans la base de données par la toute récente donnée. Voilà.
Donc, ce qu'on va faire également, on fera également la même opération pour users. Voilà, on dira que users, en fait, de user index, ok, qui sera égal à user. C'est tout. Voilà, aussi simple que ça. Et maintenant, on va appeler notre fonction save data. On va lui passer en premier le nom du fichier qu'on veut sauver. Et ça, on le connaît. C'est d'abord data.json. Ok. Et ensuite, l'objet qu'on veut sauver. Data. Tout court. Ensuite, on va également appeler save data. Et on va tout simplement sauver cette fois-ci users.json. Rappelez-vous, là également S ici. Et ensuite, on va sauver notre objet users. Et c'est bon. Donc, dans le premier cas, l'opération est déjà effectuée et tout est bien qui finit bien. C'est très cool ainsi. D'accord? Ensuite, on va passer au deuxième. C'est-à-dire simplement ici que si l'utilisateur demande maintenant de vérifier son IMC, c'est-à-dire que quand il veut savoir en fait son indice de masse corporelle égale à combien, il va opter pour l'option numéro 2. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fera? Exactement les mêmes opérations. On va d'abord eh ben non, en fait, on avait déjà récupéré ça depuis là, c'est déjà très bien. Maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est simplement récupérer dans users. Donc, on va appeler en fait cette fonction nouveau, CTRL-C, pour qu'il nous renvoie l'utilisateur en cours. Donc, c'est très simple. Donc, on va dire ici que je veux que tu nous renvoies l'utilisateur en cours. Et une fois que l'utilisateur a été pris, il nous a été retourné, tout ce qu'on aura à faire, c'est simplement dire que on veut juste printer la valeur de data en fait. Ok, je dirais peut-être oui, c'est data. Et c'est data, rappelez-vous. Et cette fois-ci, on va consulter l'IMC qu'on venait d'enregistrer, indice de masse corporelle. Donc, la deuxième action est déjà terminée. Maintenant, il y a la toute dernière action qui est l'action numéro 3, état de santé. Et pour l'état de santé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai également créé une troisième base de données en fait. Vous allez voir dans le projet que j'avais créé récemment. J'ai créé une troisième base de données que j'appelle santé.json. Voilà la base de données qui est là, santé.json. Et cette base de données va servir à quoi? Simplement stocker en fait l'état de santé de notre utilisateur. Voilà, donc il va stocker tout ça. Donc on peut consulter en fait la base de données ensemble. Vous allez voir en fait, là j'ai fait Alt Z. Étant donné que c'était écrit par du code, en fait, il les a concaténés. Donc, voici en fait une donnée utilisateur. Donc, en premier, on a tout simplement le ID. Le ID, c'est tout simplement le ID en fait de la maladie en question. Le ID de la maladie qui est là. Ensuite, on a la maladie elle-même. Par exemple, le poids, il est normal, il n'est pas normal. Voilà à peu près ça. Les raisons probables en fait qui amènent avec l'utilisateur à cet état de santé et également les conseils pour son bien-être. Donc, j'ai créé en fait 5 cas. Le premier, le poids normal. Le deuxième, qui a le ID1, qui a le sous-poids. La raison, c'est peut-être une sous-alimentation. Conseil, plus alimentation. Le ID2 correspond à un surpoids. Mauvaise alimentation. Conseil, en fait, consommer moins gras. Faites un peu de sport. Pratiquez le jeûne intermittent. Le ID3, la maladie, c'est l'obésité. D'accord? Mauvaise alimentation, manque d'activité et tout ça. Ensuite, on a le ID4, qui est obésité sévère. La raison, mauvaise alimentation, manque d'activité physique, conseil, tatati. Donc c'est ainsi jusqu'à l'obésité morbide. Voilà. Donc pour faire ça, j'avais créé tout simplement un fichier en fait Python, voilà, que j'exécutais pour en fait enregistrer ces données-là. Voilà. Donc je peux vous passer en fait, je vais passer en fait la base de données santé.json puisqu'il n'est pas modifiable, il ne change pas. C'est la même base de données qu'on utilisera tout le long du programme. Voilà, donc on va utiliser ça, vous allez voir en fait que comment ça va être. Donc déjà même je peux le copier en totalité sans problème, je fais CTRL-C et je vais ici créer mon fichier IMC, voilà, donc je vais créer, non c'est pas ici, c'est plus dans exercice, oui c'est ça, donc je vais créer mon fichier santé.json, voilà, et là je vais coller le dossier, le contenu. Voilà. Donc, la base de données santé est déjà disponible ici. Ok. Donc, maintenant, ici, on a oublié un tout petit point, en fait. C'est que, par exemple, lorsqu'on calcule l'IMC, en fait, il va falloir qu'on place son, comment dirais-je,
on classe en fait l'état de santé de notre utilisateur après avoir obtenu son IMC. Regardez par exemple ici, si je viens dans le projet d'exemple, ici par exemple, si je viens dans Data ici, que je vais Alt Z ici, vous allez voir qu'en fait, Data en fait, comme je vous avais dit, contient deux données. Le tout premier en fait est le data, d'accord? Donc c'est tout simplement un grand dictionnaire qui contient deux sous-dictionnaires. Le premier c'est data, qui contient lui-même un dictionnaire contenant le poids, la taille, l'IMC, et ce que j'ai appelé en dernier la classe santé. La classe santé de l'utilisateur c'est quoi? C'est tout simplement la classe qui correspond à cette classe-là. Comment dirais-je? À ça. À ce ID-là, voilà. Donc les ID, je les ai classés dans Data ici comme étant des classes santé. Et c'est grâce à ça qu'on peut retrouver l'état de santé de notre utilisateur. Est-ce que vous voyez? Donc il va falloir qu'on enregistre en fait la classe santé dès qu'on obtient les informations. Ok? Donc je vais revenir ici. Voilà. Et je vais calculer en fait, je vais tout simplement passer un test en fait pour classer notre utilisateur en fonction de son IMC. Donc pour ce faire, il nous faut créer une autre fonction. Voilà. Et cette fonction que je vais appeler getSantéClass, voilà, aura pour unique but en fait de calculer, de retourner une classe de santé compris entre 0 et 5 en fait à notre utilisateur. D'accord? Voilà. Donc, on dira ici que if 18.5, d'accord, est inférieur ou égal à IMC, lui-même inférieur ou égal à 24,9. Alors, dans ce cas, on va tout simplement donner en fait que classe santé est égale à 0. Voilà. Donc, c'est la classe normale. Lorsqu'on a, on a un indice de masse corporelle en fait compris entre 18,5 et 24,9, on est plutôt en poids normal. Donc, on n'est pas en surpoids, on n'est pas en sous-poids. Donc, je vais créer ma variable classe santé ici. Donc, classe underscore santé. Et initialement, il ne contient aucune valeur. Donc, non. C'est bon. Ensuite, on va venir faire un elif. D'accord? Et dans ce elif maintenant, on dira que si maintenant IMC, l'indice de masse corporelle, est inférieur à 18,5, et là j'ai dit 8,5, 18,5, alors là on dira que classe santé serait égale à 1. Ainsi de suite, on dira que elif maintenant, IMC sera compris. Non, là c'est entre 25 inférieur ou égal à IMC inférieur ou égal à 30. Là, on va retourner une classe santé là j'ai fait l'erreur, c'est pas classe, j'ai dit classe, voilà. Donc on dira plutôt classe, voilà. Donc on dira maintenant que classe santé serait égal à 2. Ok. Ensuite, on fera encore un autre elif 30 inférieur ou égal à IMC, lui-même inférieur ou égal à 35. Donc, on dira que la classe santé serait égale à 3. Voilà. Enfin, du moins. Ensuite, on dira elif 35 inférieur ou égal à IMC inférieur ou égal encore à 40. On dira que classe santé serait égal à 4. Et dans le cas contraire, ELSA, on dira que classe santé est égal à 5. Et enfin, on va faire un return de classe santé. Aussi simple que ça.
Donc, lorsqu'on a notre IMC qu'on a calculé plus haut ici, en fait, tout ce qu'on aura à faire, c'est tout simplement passer cet IMC à notre calculateur et on va récupérer la classe. Donc, on dirait ici que data ici, on dira que data encore, et là, on dira maintenant que classe santé. Ok, ce sera égal en fait à get classe santé et on va lui passer un IMC. Donc, pour éviter de répéter en fait cette opération, je vais faire un CTRL X ici et je vais créer une variable intermédiaire que j'appelle IMC qui serait égale à ça. Donc là, c'est tout simplement IMC que je vais sauver et en dessous ici, je vais passer IMC. C'est plus court en fait. Voilà. Donc, on a notre IMC maintenant, notre classe santé qui a été sauvée. Donc, tout est correct. Ok. Donc, dans l'action 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, cette fois-ci, ouvrir maintenant notre dossier. Du moins, on va ouvrir le fichier santé dans lequel on va récupérer en fait la classe qui correspond à la classe santé de notre utilisateur. Donc, c'est très simple. On va dire simplement que santé est égal à load data dans lequel je vais passer le fichier santé.json. Voilà. Donc, une fois que le fichier a été loadé et sauvé, tout ce qu'on aura à faire, c'est également filtrer les données pour avoir la classe qui correspond à la classe santé de notre utilisateur. Rappelez-vous, on a users qui nous a été retourné ici. C'est-à-dire que dans le cas en fait où notre utilisateur n'a pas demandé à modifier des données, on n'entre pas ici. Donc, on n'a pas fait de modification dans ces données. Donc, au début, on a récupéré toute la base de données utilisateur. Et s'il souhaite simplement considérer l'état de santé, tout ce qu'on aura à faire, c'est repasser encore ça une fois de suite en dessous qu'on va récupérer. Donc, on dira que si ici, voilà, c'est dans action 3 ici, je vais passer ça. Donc, j'aurai user, data et tout ce tralala. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est simplement data. Ok? Donc, on va simplement venir dire que user santé, d'accord, donc on dira user santé, qui serait égal à une compréhension des listes. Et là, on va tout simplement dire que santé, ok, for santé in santé avec S, if, rappelez-vous de la structure santé, et qu'est-ce qu'on va demander à santé? Le ID de santé, bien sûr, entre parenthèses, soit égal en fait à user, non pas user, mais data de data, toujours entre parenthèses, de maintenant classe santé. C'est bon, voilà. Donc si je retourne ici dans santé pour vérifier, je fais Alt 7, je vais voir un peu la structure. Donc on va dire en fait si ce ID là en fait est égal à, bon là je n'ai pas encore de données utilisateurs, donc je vais ouvrir celui-ci, est égal en fait à ça, aux classes santé qui est ici. Donc on dit dans data en fait de data, si la classe santé de data de ça est égal en fait à ton ID ici, tu me sélectionnes ça. D'accord? Étant donné qu'on n'a qu'une classe, comme toujours, je dirais que je vais prendre la toute première valeur. Ainsi, on aura tout simplement la structure elle-même et pas la liste. D'accord? Donc, dans un print, on va d'abord printer le résultat. Donc, je reviens dans la classe santé. Vous allez voir que d'abord, on a la maladie. Donc, je vais appeler ça état de l'extérieur. Donc, je dirais que j'appelle ça état. Voilà. Et je vais concaténer ça avec ce que je vais appeler user underscore santé et je vais prendre maladie. Voilà, c'est bon. Et ensuite, je dirais que c'est un f-strings. Oui, il va falloir que je mette là des double quotes. Voilà, c'est bon. Donc, j'affiche d'abord ça. Ensuite, je peux revenir encore à la ligne sur la même ligne. Si vous voulez, vous pouvez faire encore un deuxième print. Moi, je viens sur la même ligne. Et là, je dirais état. Dans santé, après maladie, on a reasons, on a cause ou analyse. Donc, je vais appeler ça de l'extérieur, en fait. Analyse. D'accord. Et analyse, ça contiendra tout simplement ça.
Donc, je dirais user underscore santé. Dans ce cas, je dirais encore ici reasons. C'est bon. Et enfin, je lance ça et je dirais tout simplement conseil. Et dans conseil, je viendrai afficher user underscore santé. Et là, je vais tout simplement passer sur ce conseil que j'ai mis là-bas aussi. Voilà, c'est conseil. Donc, je vais passer conseil ici. Donc, là, je dirais conseil. Oh non. Bon, c'est pas grave, conseil. C'est bon. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, dans le premier cas, tout a été bien fait. On a bien ajouté toutes les données qu'il nous faut. On a pris en compte déjà l'action 1. Voilà. D'accord? Ou du moins, l'option 1. C'est simplement que s'il décide de se connecter. Maintenant, on va fermer un peu ça et on va s'attaquer à l'option 2. Qu'est-ce qu'on va faire si l'utilisateur décide cette fois-ci pas de se connecter, mais de créer un compte? En fait, on va répéter exactement les mêmes opérations. Donc, ce qu'on va faire ici, quand il va décider de créer un compte, on va également loader, c'est-à-dire qu'on va charger la base de données de data et de users et on va créer un nouvel utilisateur dans lequel on va ajouter dans cette base de données et on va réenregistrer la base de données. D'accord? Donc, étant donné que je suis un peu paresseux, je me permets de copier beaucoup de choses ici. Donc, je vais déjà ouvrir ces deux choses, ces deux données, CTRL-C. En fait, c'était pas si long que ça. Bon, c'est pas grave. Donc, je colle ça ici. J'ai mal copié. Donc, je dis que je veux ces deux lignes. CTRL-C. Je ferme. Et là, je colle. Voilà. Donc, là, on a un souci d'indentation. D'accord? Sur Visual Studio Code, en fait, il y a des raccourcis pour réindenter correctement certaines choses. Et voilà. Donc là, j'ai fait l'indentation comme il se faut. Donc, dans l'option d'également, on va charger nos données correctement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un user ici. D'accord? Qui serait égal, en fait, à un dictionnaire vide, sans souci. On va créer data ici, qui serait égal également à un tico vide. D'accord? Ok. Donc, dans users, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire plutôt que user, ok, je vais copier beaucoup de choses ici. Rappelez-vous, vous voyez tout ça? On va reproduire exactement la même structure. Donc, je me permets de copier ça. Et vous voyez que là, on est en train de faire une copie. Donc, je copie tout ça, CTRL-C. Et je referme option 1 et je retourne dans option 2. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en dessous, je me permets de venir dire ça, je fais V. Voilà. Et là également, on a un souci d'indentation qu'on va corriger de force. Donc, je dis ça, c'est bon. Donc, je lui dis que après avoir créé user, tu vas demander à notre utilisateur de passer un user ici, de passer ça aussi, de passer toutes ces données. Ensuite, tu vas créer dans data, tu vas enregistrer ça. Tarala, tarala. Mais là, en fait, si je lance, quand vous voulez créer un utilisateur, il va planter. Pourquoi est-ce qu'il va planter? Parce qu'en fait, dans data, on n'a pas le champ data qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer en fait ce data-là. Je dirais que data ici est égal à ça, à un dictionnaire vide. Donc là, maintenant, quand j'ai data de data, il va le faire. Maintenant, il y a une donnée qui manque dans data ici. Regardez par exemple dans ce data-là, en fait, il nous faut un user ID qui est là. Donc, le user ID, en fait, c'est un user ID qui est incrémenté automatiquement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que dans la base de données que tu as de users, je veux que tu récupères le dernier utilisateur de la base de données, que tu me renvoies son ID et que tu vas incrémenter ce ID de 1. Et c'est ça qui sera le nouvel ID, en fait, de notre nouvel utilisateur. Par exemple, si on a 3 personnes dans notre base de données, le ID serait à 3. En fait, j'incrémente le ID de 1 pour éviter le ID de 0. Puisque quand on affiche, en fait, l'option connexion du un utilisateur, on ne peut pas dire 0, 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, 4. Donc, je les ai liés ensemble. Donc, ma base de données s'incrémente de 1 jusqu'à n. Voilà. Donc, je vais lui dire que renvoie-moi l'ID du dernier utilisateur. Ainsi, comme je vous ai dit, si notre dernier utilisateur a un ID de 3, l'utilisateur qui va suivre aura un ID de 4. D'accord? Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer une variable ici. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Je vais dire que last user ID qui serait égal en fait à base de données users. Je vais créer une liste ici. Je vais dire en fait que user underscore
for user underscore in users. Voilà, donc je le sélectionne. Voilà, donc je vais sélectionner tous les utilisateurs ici. J'avais même pas besoin de faire ça en fait, puisque tout ce que je veux c'est le dernier utilisateur. Donc il y a un raccourci, je le fais, je dis users de -1. Voilà. Donc quand je dis users de -1, je vais récupérer le tout dernier utilisateur. Et une fois que j'ai ça, c'est très simple. Je vais dire que je veux que tu me retournes son ID. Voilà. Et donc j'aurai le ID de last utilisateur. Donc ici, dans data, ici, je vais créer un user ID ici. Bon, pas besoin de faire last user ID, je vais dire plutôt user ID. Et user ID, c'est bon. Donc je vais ramener ça même en dessous. Et je vais dire en fait que user tout court. Et je vais passer ici ID. C'est bon. Donc ici, user ID est égal à ça plus 1. Voilà. Donc user ID a été défini. Donc ce que je vais faire, c'est que dans data ici aussi, il va falloir que je passe un user ID. Mais le user ID n'est pas dans data de data, mais c'est tout simplement data de user ID. Donc je dirais user underscore ID qui serait égal à user ici. Voilà, ID qui est là. Donc je sélectionne user ID. C'est bon. Donc ainsi, toutes les données sont correctement enregistrées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'IMC a été calculé, certes, mais on n'a pas également, il faut ici aussi, en fait, qu'on classe l'état de santé, en fait, de notre utilisateur. On va également récupérer sa classe santé, d'accord? Donc, c'est ce qu'on fera ici. Donc, une fois qu'on a l'IMC, voilà, c'est là. Donc, tout a été récupéré. Et une fois qu'on a ça maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va purger, en fait, le nouvel utilisateur dans users ici et les données de notre nouvel utilisateur dans data. Ok, donc on dira que étant donné que c'est des listes, très simplement on dira que users.append de user et on fera data.append de data. Et une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est que on va rappeler nos fonctions save data qui va se contenter d'enregistrer ces données. Donc on dira que save data, je vais sauver user, ok, .json et l'objet que je dois sauver c'est users. Ensuite je vais faire save data. Je vais sauver cette fois-ci data.json et cette fois-ci je vais sauver datas. Ok, donc c'est bon. Donc on peut dire que dans l'ensemble le projet est presque terminé. Maintenant on va lancer pour débugger. Si on a des erreurs, on va le régler ici. Donc je lance le projet, le programme du moins main. Donc ainsi il tourne en fond et me demande qu'est-ce que je veux faire connexion. Étant donné que je n'ai pas encore d'utilisateur, ce que je vais faire c'est que je vais en créer. Je dis 2. Et là il plante déjà. Qu'est-ce qu'il me dit? User de -1 est out of range, ce qui est logique. Donc on n'a pas d'utilisateur pour l'instant. Cela est normal. D'accord? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir ici. Notre base de données utilisateur étant vide, vous pouvez le vérifier ici. Voilà, users n'a absolument rien. Donc quand je dis le dernier utilisateur, il me retourne rien du tout, ce qui est correct. Donc il va falloir qu'on crée, on va utiliser un système de try except. On n'a pas encore abordé ça, mais je vais le faire ici. Vous allez voir comment ça fonctionne. Le try except en fait, c'est tout simplement une notion qui va permettre de récupérer des erreurs et en cas d'erreur d'effectuer une opération. Voilà. Donc là, je vais copier cette erreur, le nom de l'erreur index error, CTRL-C, et je vais revenir ici. Donc là où on a enregistré notre utilisateur ID, c'est ça qui est là. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en dessous ici et on va créer un bloc try. Et try, c'est tout simplement le bloc qui va effectuer l'opération. Donc je fais d'abord pass et en dessous, je vais créer un bloc except.
Et ce que je vais accepter, arrêter, c'est index error. Et là également, je fais pass pour l'instant. Maintenant, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais tout simplement copier ça ici et je vais remplacer ça par un mot simple, CTRL X, que je vais appeler user ID. Voilà. Donc, user ID, je vais le créer un peu au-dessus. Donc, je dirais user ID qui serait égal à non. Il ne contient aucune valeur. Et dans try, je vais essayer de voir si c'est possible. C'est-à-dire que on va voir s'il y a déjà un utilisateur dedans. Là, on va dire que user ID serait égal à ça. Maintenant, s'il lève une erreur de index error, ce qu'on va faire, c'est que on va simplement venir dire que user ID à ce moment serait égal à 1. Voilà, aussi simple que ça. Donc, on dit que s'il y a une erreur, si tu croises une erreur ici, et si l'erreur en question est une erreur de type index error, c'est-à-dire que on est en dehors, en fait, des index, en fait, de la liste, c'est-à-dire que si la liste est vide, ou que la liste n'a pas atteint le nombre d'index qui est indiqué ici, dans ce cas, tu vas créer user ID égal à 1 et tu vas réassigner ça ici. Donc, si je relance le projet, vous allez voir que normalement, cette erreur en tout cas ne doit plus s'afficher. Donc, créer un compte, je lance, il me demande le nom, je dis Do, le prénom, je dis John, ensuite l'âge, je dis 35, le sexe, je dis mâle, le travail, je dis ingénieur, voilà, la taille, je dirais 165, le poids 56, et c'est bon. Donc, il a enregistré l'utilisateur. Donc, maintenant, si je viens dans User ici, vous allez voir qu'on a un utilisateur qui est John Doe. Voilà. Donc, si je relance le projet cette fois-ci et que je demande à me connecter, vous allez voir que John Doe a été automatiquement affiché. Donc, je dis 1, il me demande qu'est-ce que je souhaite faire. Je dis vérifier l'IMC. Il me dit que mon IMC est de 20,57. Si je relance le projet cette fois-ci, connexion, je dis 1, John Doe, état de santé, et là, il plante. Et qu'est-ce qu'il me lance comme erreur? Il me dit que reason n'est pas reconnu, ce qui est logique. Reason n'est pas là, il y a un A qui manque. Donc, il me donne la ligne, lisez bien les erreurs, puisqu'il indique la ligne où l'erreur a été produite. Il dit ici la ligne 134. Donc, je vais chercher la ligne 134, et c'est là, d'accord? Donc, depuis là, il me dit maintenant que en dessous, à la ligne 89, il y a cette erreur qui est là. Donc, on va remonter à la ligne 89. Voilà, donc elle est ici. Ok, et 86, donc c'est ça. Donc, reason, il y a un A qui manque. Donc, je vais relancer maintenant pour le vérifier. Et là, il me demande connexion, John Doe, 3, état de santé. Et voilà, il me dit que état point normal, vous prenez bien soin de votre ligne, conseil, continuez comme ça. Donc, si je relance cette fois-ci, je vais vérifier toutes les options pour m'assurer que le projet est correct. Je vais modifier les données. Donc, cette fois-ci, je vais dire que, bon, je vais toujours dire Do. Le prénom, John Alexis. Je vais ajouter quelque chose. L'âge, toujours 35. Le sexe, toujours mâle. Le travail, toujours ingénieur. Là, j'ai fait une erreur. Il va enregistrer ça quand même. Voilà. La taille, 165. Le poids, 56. Et c'est bon. Donc, si je relançais ça maintenant, j'ai vérifié pratiquement toutes les options. On peut créer. Je vais vérifier maintenant l'IMC que j'avais vérifié, 2057. Donc, le projet marche correctement. Maintenant, on a John Alexis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, l'utilisateur vous modifie simplement une valeur et pas toutes les valeurs? Qu'est-ce qui va se passer? Dites-vous bien que si, par exemple, je relance le projet, et cette fois-ci, je lance, je dis que je veux modifier mes données. C'est dit, par exemple, que modifier. Mais je ne vais modifier ni le nom ni le prénom, selon peut-être le poids qui est modifié, changé. Puisque, bon, peut-être que j'ai perdu du poids ou peut-être que j'en ai pris un peu plus. Et je souhaite modifier simplement le poids. Au lieu de tout le temps réécrire les noms, par exemple, si je tape sur entrée, sexe, entrée, travail, entrée, taille, entrée, vous voyez qu'il plante, il envoie une erreur pour dire qu'il ne peut pas convertir une valeur 5 nulle ici. Donc, pour ce faire, en fait, il va falloir qu'on crée une fonction qui va, en fait, de manière de rentrer des données et à défaut, c'est-à-dire que s'il n'a pas entré de données, il va tout simplement garder les données par défaut qui étaient déjà dans la base de données. Mais ça, cette fonction, on ne va l'utiliser que dans la modification de données parce que dans la modification de données, il y a ça qui est là par défaut. D'accord? Donc, on va créer notre fonction
au-dessus ici, après IMC Calculator, je vais créer la fonction que je vais appeler def default input. D'accord? Je vais dire default input. Voilà. Donc, après default input va prendre un paramètre, en fait, le nom qu'on va afficher dans l'input. Et ensuite, il va prendre la valeur par défaut, que j'appelle default. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tout simplement un return, en fait, de input. Est-ce que vous voyez? De nom. Ok, input de nom, ici. De name ici, c'est name que j'ai placé, voilà. Maintenant, on va pas retourner cette valeur, on va récupérer plutôt le input dans ce que j'appelle val. Ok, c'est une valeur intermédiaire. Maintenant, on dira que if, on va dire qu'en fait que, bon, on va faire un return de val, if val, else, on va retourner tout simplement default. Voilà, vous vous souvenez très bien de ce que j'appelle les structures ternaires, et c'est ce qu'on vient d'utiliser. Donc, dans ce cas, on va envoyer la valeur si la valeur a été ici, à rentrer une valeur, et dans le cas contraire, on va seulement retourner la valeur par défaut. Et maintenant, on va revenir dans les modifications de données, comme on a fait ici, action 1 ici, et on va appeler la fonction default input. Voilà, donc on va appeler default input un peu partout. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, je vais sélectionner CTRL-C, je vais copier, coller ça un peu dans tout ça. V et V. Ici aussi, on va coller ça ici. Et ici aussi. Et c'est bon. Voilà. Donc, maintenant, on va lui passer maintenant, après ça, une valeur par défaut qu'il va passer. D'accord? Donc, ici, la valeur par défaut, vous l'aurez compris, c'est l'ancienne valeur, donc user de nom. Et là, je vais sélectionner ça à nouveau. CTRL-C et je viens en dessous. Donc cette fois-ci, ça sera user pas de nom, mais de prénom. Et après, là, âge, on va également coller ça. Et ça sera pas user de prénom, mais user de âge. Voilà, ainsi de suite. Donc, on va dire, on va coller ça ici. Et là, on dira sexe. Ainsi de suite. Là, on place ça. Et ça sera ici, travail. Et là, en dessous, voilà, après taille, ça maintenant, c'est ça qu'on va copier. Donc, on dira que on fera CTRL-C. Et après, juste ça, je fais ça. Et je colle ça. Et là, on va placer poids. Ok, donc après ça maintenant, je pense que dans la modification, en tout cas, ça peut se faire sans souci. Donc si je relance ça et que j'arrive par exemple connexion, je teste John Doe, Alexis et je vais modifier ces données. Maintenant, je ne vais pas modifier le nom, ni le prénom, ni l'âge également, ni le sexe, le travail non plus, la taille non plus et le poids. Je dirais maintenant que j'ai pris peut-être 2 kg de plus, 58. Et je lance. Donc, vous voyez que si je relance mon projet, je dis que je veux me connecter. John Alexis n'a pas eu de modification sur le nom. John Alexis, je vois état de santé et ça n'a pas beaucoup changé. Donc, il me dit obésité morbide et tout ces tralala. Donc là, il y a erreur, il y a problème. J'ai vu seulement que quelques kilos. Et je dis John Alexis. Je vais vérifier l'IMC. Et là, j'ai un IMC de 58 000. Donc, il y a forcément une erreur quelque part. C'est que quand on récupérait les données, on n'a pas bien converti les données en int quelque part. Donc, je vais revenir un peu ici et je vais voir ça. Int, ça, c'est bon. Le poids, c'est bon. Voilà. Donc, de toute façon, je renvoie les données imputées avec ça. Ok. Donc, il n'y a pas de erreur ici en tout cas. Maintenant, ce qu'il y a, par exemple, que je veux corriger ici, c'est à ce niveau. Par exemple, lorsqu'on crée un nouvel utilisateur, d'accord? Supposons que l'utilisateur ne veuille pas entrer en fait de nom, d'accord? S'il ne veut pas entrer de nom ou quoi que ce soit, on va simplement créer la fonction qui va retourner cela, d'accord?
Et maintenant, ça, je ne vais pas le faire ici. Vous avez déjà vu, je vous expliquais déjà comment est-ce qu'on pouvait modifier les données par défaut ici. Et donc, je vais laisser ça en exercice pour vous. Donc, ce que vous allez faire, c'est créer cette petite partie-là. C'est-à-dire que quand on veut créer un utilisateur, par exemple, si je le lance le projet, et que je lance pour créer un utilisateur, que je puisse être capable de ne pas passer tout ça, et seulement passer la taille 156 et le poids 56, et que quand je vais retourner dans les données pour faire connexion, voilà, que j'ai des données ici plutôt d'avoir ce champ libre là qui est vide. Voilà. Donc vous allez remodifier votre projet en fait et faire en sorte que quand l'utilisateur ne rentre pas de données, qu'il puisse avoir un nom par défaut qui sera automatiquement créé par le programme. Donc là, si je fais 2, en fait ça marche très bien. État de santé, voilà, le poids est normal, tout ça, ça marche. Mais en fait, il n'y a rien qui est affiché comme nom d'utilisateur. Et ce sera l'exercice que vous allez prendre en charge. D'accord? Donc, je vais laisser en fait le fichier santé.json ici dans les paramètres en description. Vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Donc, voyez un peu l'exercice. Je vais le corriger dans la prochaine vidéo. Donc, d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao.